Je pense que Trump est sincèrement persuadé qu'il faut se débarrasser des ayatollahs, qu'ils sont un problème majeur pour l'ensemble du Moyen-Orient et que ça résoudrait bien des problèmes. Simplement, comme tous les présidents américains depuis la guerre d'Irak, ils ont une trouille phénoménale d'être entraînés dans un conflit meurtrier où il y a les boys qui vont mourir et les électeurs américains ne comprendraient pas pourquoi leurs soldats meurent dans des pays lointains où les intérêts américains ne sont pas immédiatement apparents. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Qualita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui un thème en forme de réflexion sur les fondements et les soubassements de la stratégie tous azimuts du président américain Donald Trump pour tenter de répondre à la question de fond que tous les experts se posent, du Venezuela au Groenland jusqu'en Iran, mais aussi dans la bande de Gaza et dans tout le Moyen-Orient, sans oublier le sud-est asiatique. Qu'est-ce qui motive et anime la stratégie globale du président américain? Pour en parler avec nous, dans le studio, Yves Mamou. Bonjour. Bonjour. Yves, vous êtes, je le rappelle aux auditeurs, décrypteur de la situation, internationale. Vous êtes journaliste, essayiste et aussi l'auteur et l'animateur sur Internet du blog Yves Mamou Décryptage. Alors, en fait, rentrons dans le vif du sujet. Lors d'une de vos récentes chroniques donc sur votre blog Internet, vous avancez que l'un des piliers stratégiques pour Trump dans sa stratégie globale, c'est justement de réintroduire la guerre dans l'économie. C'est la formule que vous utilisez. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par là. Mais c'est réintroduire la guerre dans l'économie, ça veut dire qu'il fallait que... Quand les républicains sont arrivés au pouvoir et quand Donald Trump, même au cours de son premier mandat, il a réalisé qu'au fond, les États-Unis se retrouvaient en situation de faiblesse parce qu'ils étaient prisonniers d'un système international multilatéral qui s'était retourné contre eux. Il faut remonter à l'effondrement de la chute du mur de Berlin en 1989. Et à ce moment-là, il y a un coup de chaud qui a saisi les élites américaines, mais aussi européennes, et qui se sont dit, ça y est, on n'a plus d'ennemis, c'est la fin de l'histoire, la marchandise américaine va inonder le monde, nous allons réguler l'ensemble de la planète, tous les pays du monde, quelle que soit leur culture et leur religion, vont s'aligner sur la logique mercantile américaine, et donc une ère de prospérité va s'ouvrir devant nous. Le résultat, 40 ans après, c'est que la Chine a concentré sur son territoire l'ensemble des industries des pays occidentaux. Je veux dire, quasiment aujourd'hui, les pays occidentaux ne produisent plus de téléphones portables, de locomotives, de médicaments. Je veux dire, si aujourd'hui il y avait une guerre entre la Chine et les pays occidentaux, il suffirait aux Chinois de dire ça y est, c'est fini, on tourne le robinet, on n'exporte plus. Et donc tous les pays se retrouveraient privés de nourriture, privés de trains, privés de composants électroniques pour leur système de guidage de missiles. Donc c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça que quand Trump dit, c'est pas lui qui dit, c'est moi qui dis réintroduire la guerre dans l'économie, c'est parce que l'économie s'est transformée en un piège mortel pour les pays occidentaux. D'où, entre autres, comme conséquence, la restauration de la doctrine Monroe, c'est-à-dire que chacun des 2 ou 3 grands empires de la planète, les États-Unis, la Chine et accessoirement la Russie, chacun restaure ses chasses gardées. Les États-Unis considèrent justement l'Amérique latine comme étant presque placée sous protectorat. La Chine, le problème de Taïwan, on en reparlera. Et puis, au milieu, il y aurait la Russie et l'Europe avec les problèmes non réglés qui sont en fait des marchés à prendre pour les États-Unis. Donc c'est ça la restauration. Oui, la doctrine Monroe, c'est la doctrine qui dit, au fond, il y a des sphères géographiques qui relèvent de l'Occident. Donc, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe appartiennent à notre sphère à nous. Vous, les Chinois et les Russes, n'avez pas à vous en mêler, etc. Évidemment, ça ne marche pas, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il suffit de voir l'accord qui a été annoncé hier entre la Chine et le Canada. On voit bien que le Canada va importer des voitures électriques chinoises qui sont bien moins chères que les voitures produites par Tesla et par d'autres. Donc, c'est une tentative de restaurer une espèce d'hégémonie ou comme
de dire aux Chinois, vous n'avez pas le droit de vous retrouver à l'entrée et à la sortie du canal de Panama, parce que les deux ports qui sont à l'entrée et à la sortie du canal de Panama, qui sont dans la sphère américaine, si ce sont les Chinois qui contrôlent l'entrée et la sortie, c'est un canal stratégique qui est effectivement une menace pour l'ordre américain. Donc c'est ça le problème de Trump aujourd'hui. J'en reviens aussi, j'aurais dû en parler plus tôt, c'est que je veux dire, l'un des pièges aujourd'hui auxquels se trouvent confrontés les États-Unis, et c'est toute l'affaire du Groenland en découle derrière, c'est le problème des terres rares, parce que la Chine s'est constituée discrètement, sans le dire, un quasi-monopole sur ces métaux rares qui rentrent dans la composition de toute l'électronique, que ce soit qu'il s'agisse des armements, des téléphones portables, des trains ou des postes de télévision. Tous ces métaux rares, c'est pas qu'ils sont rares sur la planète, c'est qu'ils sont très dispersés et donc c'est très difficile de les travailler, de les collecter. Donc les Chinois ont réussi ce tour de force et ils tiennent en réalité l'ensemble de l'économie occidentale au piège. Alors c'est pour ça que Trump a réagi avec le Venezuela, parce que lui, quand il dit c'est nous les États-Unis qui allons contrôler le pétrole vénézuélien. Or, c'est une source d'approvisionnement très bon marché pour la Chine, le pétrole vénézuélien, parce que la Chine recyclait ses excédents commerciaux en prêtant beaucoup d'argent à Maduro, il y a 20, 30, je ne sais plus combien, 60 milliards de dollars, je crois, et Maduro remboursait en pétrole très bon marché, c'est-à-dire avec une décote de 20 à 30% par rapport au cours du marché mondial. Donc pour l'économie chinoise, c'était un bonus formidable. Et donc c'est ça que Trump s'attaque. Ah, vous avez des terres rares, ben moi je vais vous embêter sur le pétrole. En gros, c'est ça. Alors, en fait, depuis 40 ans, 87, Trump répète toujours la même chose. Entre autres, avec évidemment des éclairages adaptés aux urgences de l'heure. Entre autres, il faut, dit-il, taper fort, s'exprimer clairement et défendre pied à pied les intérêts et la souveraineté des États-Unis. Et conséquemment, il enveloppe, si vous voulez, il agit aussi comme un businessman dans cette affaire-là. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la géopolitique et les rapports de force militaires et stratégiques qui comptent, c'est le bras de fer économique et il enveloppe tout ça par des déclarations provocatrices, ça on le sait. Alors justement, dans l'affaire du Groenland et du Venezuela, qui sont encore bien prégnantes, en fait... le mot d'ordre de Trump, c'est de dire « j'achète ou j'occupe ». J'achète puisqu'il a envisagé d'indemniser les 150 000 habitants du Groenland à raison d'entre 10 000 et 100 000 dollars par tête, ce qui est une petite somme quand même. Ou alors j'occupe. Mais en même temps, c'est quand même un sujet un peu compliqué parce que je me suis laissé expliquer qu'il y a un accord qui date de 1951 entre le Groenland et les États-Unis qui permet aux États-Unis d'avoir une présence militaire. Et s'ils veulent, par exemple, faire passer leur garnison de 150 soldats actuellement à 15 000, ils auraient le droit de le faire. Donc c'est quand même un sujet un peu compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, ça fait partie de la démarche de Trump à deux niveaux, je dirais. Ce qui intéresse Trump dans le Groenland, c'est les terres rares. Et les métaux précieux. Donc c'est les métaux précieux, ce qu'on appelle des terres rares, qui sont disponibles et qui vont permettre de sortir du piège chinois dans lequel, justement, que je décrivais tout à l'heure. Et puis le deuxième aspect, c'est que on voit bien comment, quand je vous parlais de la façon dont les Chinois s'étaient installés à l'entrée et à la sortie du canal de Panama, ils peuvent aussi très bien ouvrir des comptoirs discrètement sur le Groenland et contrôler la zone arctique, etc. Et puis un jour, ça devient une zone quasiment une sphère d'influence chinoise. Donc c'est ça que Trump veut empêcher. À la fois, c'est les terres rares, il les veut pour sortir les États-Unis du piège face à la Chine, du piège économique face à la Chine, et deuxièmement, dans une stratégie plus large, empêcher les Chinois de prendre pied sur un continent qui est stratégique par rapport au continent américain. Alors cette stratégie à bas bruit que vous évoquez à propos de la Chine, soit dit entre parenthèses, elle est aussi appliquée au Moyen-Orient, puisque à l'inverse des États-Unis qui ont 65 bases militaires dans cette région, la Chine n'a qu'une base militaire à Djibouti, mais par contre elle agit au niveau
de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, en investissant énormément dans les infrastructures de nombreux pays, pas seulement de la Corne de l'Afrique et qui entourent le Moyen-Orient, mais aussi des pays, disons, comme le Pakistan, des pays qui sont en Asie. Et donc, il y a une stratégie, je crois que c'est dans 54 à 55 pays différents, que la Chine avance ses pions économiques et se place, et à bas bruit. Et en fait, c'est quelque chose de considérable. C'est une stratégie militaire par l'économie. C'est ça qui est très intéressant. Si on compare avec ce qu'était l'Union soviétique, c'était un système idéologique rival et un système militaire rival de celui des pays occidentaux. Là, la Chine, c'est tout à fait différent. C'est à la fois un système politique rival, mais ils utilisent les outils économiques de l'Occident. Et ils les utilisent avec un brio et une intelligence qui est assez phénoménale, parce qu'ils ont quasiment maintenu leur population dans un système de pouvoir d'achat très faible, donc les gens travaillent beaucoup pour pas cher, donc ce qui contribue à la puissance économique chinoise. Et donc d'où les excédents produits par l'économie chinoise, c'est-à-dire le chiffre est sorti récemment, la Chine a dégagé un excédent commercial en 2025 de 1200 milliards de dollars. Et elle est créancière aux États-Unis d'une somme encore plus grande. Bien sûr, c'est 300 milliards de dollars d'excédent commercial pour la Chine par rapport aux autres. Donc, la Chine recycle ses excédents commerciaux, elle prête de l'argent a priori pas cher à des tas de pays dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, et elle se paye comment ? En matières premières. En pétrole, en minéraux, en terres rares, etc. Et donc le danger militaire vient de cette hégémonie économique chinoise. Alors on passe à un autre dossier plus brûlant au niveau de l'actualité, c'est celui de l'Iran. On est déconcerté en Israël et dans le monde, je crois, occidental, car il y a 10 jours de cela, le président Trump avait annoncé, toujours avec ces menaces grandiloquentes, que l'aide arrivait. L'aide arrive. L'aide aux manifestants, à ceux qui se révoltent contre le régime des ayatollahs. Et puis, il a déclaré, quelques jours après, ça a l'air de se calmer, de s'être calmé. On va attendre et on va voir. Alors, la question que je vous pose sur ce dossier, puisque vous suivez aussi les dossiers géopolitiques et vous avez écrit plusieurs analyses ces derniers jours sur la situation en Iran, peut-on aujourd'hui penser que Trump a la possibilité de s'abstenir d'agir contre le régime iranien au risque de se discréditer et de rater aussi une occasion unique de renverser ce régime des ayatollahs, et ce dans un contexte où Israël ne peut attaquer à la place des États-Unis pour précipiter la chute des ayatollahs. Alors, et aussi un contexte où il y a l'Arabie saoudite et le Qatar qui, pour des raisons qu'on pourra expliquer, se sont déclarés contre cette attaque. Comment vous voyez, en tout cas, la position de Trump ? On est dans une attente. On nous a expliqué qu'il y a des porte-avions, enfin un porte-avions qui arrive, une armada qui était dans le sud-est asiatique et qui maintenant arrive dans quelques jours. Est-ce que c'est ça la raison ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons un peu plus profondes ? Écoutez, c'est que des spéculations de ma part, bien entendu, parce que je n'ai malheureusement pas d'entrée à la Maison-Blanche. Mais je ne désespère pas d'un geste militaire des États-Unis, d'un geste très fort de la part des États-Unis contre le régime iranien. Je pense que Trump est sincèrement persuadé qu'il faut se débarrasser des ayatollahs, qu'ils sont un problème majeur pour l'ensemble du Moyen-Orient et que ça résoudrait bien des problèmes. Simplement, comme tous les présidents américains depuis la guerre d'Irak, ils ont une trouille phénoménale d'être entraînés dans un conflit meurtrier où il y a les boys qui vont mourir et les électeurs américains ne comprendraient pas pourquoi leurs soldats meurent dans des pays lointains où les intérêts américains ne sont pas immédiatement apparents. Donc je crois que c'est ça. Il aimerait bien faire des choix militaires décisifs, mais sans être quand ils ont frappé les bases nucléaires. Voilà, les sites nucléaires, c'était magistral. En 24 heures, c'était réglé. L'industrie nucléaire avait été gravement endommagée. Il faudrait encore quelques années pour que les Iraniens puissent rebâtir leur système. Et ils voudraient un système comme ça, je pense. La deuxième chose qui me rend optimiste sur une opération militaire américaine, c'est que l'Iran est un fournisseur de pétrole de la Chine. Et un fournisseur de pétrole pas cher. Parce qu'à cause des sanctions, la Chine, à cause des sanctions américaines sur l'Iran, la Chine est le seul client qui ose encore braver les États-Unis sur ce domaine. Donc ils viennent trouver l'Iran, ils disent on achète votre pétrole,
Et ils réclament évidemment une réduction de 30 ou 40% sur le prix du baril officiel. Donc, pénaliser la Chine pour supprimer le régime iranien et pénaliser la Chine serait faire d'une pierre deux coups pour Trump. C'est pour ça que je ne désespère pas d'une action militaire sur ce sujet. Il semblerait que dans tous les bruits qui sont difficiles à vérifier, comme vous le dites, on a entendu dire que Netanyahou, le gouvernement israélien, a prévenu Trump qu'il valait mieux pas... Il y a une semaine déclencher une attaque un peu précipitée parce qu'il valait mieux que ce soit réussi et que ce soit vrai. Si on franchement, j'ai du mal à croire ça. Ouais. Aussi, parce que ça fait partie des fake news qui circulent. Mais bon, on a même dit que c'était parce que, soi-disant, une partie de la défense antimissile israélienne n'était pas prête. Toutes sortes de... Pareil, c'est faux. Complètement faux. Mais moi, derrière, au-delà de ces bruits-là, pourquoi finalement, puisque vous connaissez aussi les arcanes du régime iranien, pourquoi c'est finalement si compliqué pour la population iranienne de renverser ce régime honni des ayatollahs qui en fait n'est soutenu que par 20 à 25% de la population. Les 3/4 de la population sont hostiles à ce régime. Pourquoi c'est difficile ? Et 20-25%, c'est pas si mal. Mais ça fait pas mal de millions. Exact, sur 90 millions, c'est pas si mal. Mais c'est surtout qu'il y a deux couches militaires qui sont très importantes dans le régime, c'est les gardiens de la Révolution. Et quand c'est pas simplement un corps d'armée, les gardiens de la Révolution, c'est 1 million et quelques de militaires, de leur famille, avec un empire économique énorme. C'est-à-dire, ils gèrent 40% de l'économie iranienne. Et il y a le deuxième volet, c'est les Bassidji, espèce de police politique du régime, qui recoupe aussi 1 ou 2 millions de personnes. Ils sont partout, les Bassidji. C'est les espions du quotidien. Ils infiltrent tout le monde. Et dès qu'il y a 3 personnes qui parlent ensemble, il y a un 4e qui vient, c'est un Bassidji. Et c'est ça qui rend très difficile. C'est que les intérêts des gardiens de la Révolution, des Bassidji et des ayatollahs sont les mêmes. C'est-à-dire que le régime a verrouillé complètement les chances et la possibilité que la population s'insurge et réussisse son insurrection. Tous les gens qui sont en droit de porter une arme, c'est-à-dire les proches du régime, les Bassidji, les gardiens de la Révolution, et bon, pas les ayatollahs, mais c'est autre chose, eh bien, pour l'instant, font bloc avec le régime. Donc, c'est ça qui rend difficile de renverser ce pouvoir. Autre fait aggravant, on en restera là, parce que c'est un sujet en soi, c'est que les gardiens de la Révolution, c'est comme une armée dans l'armée. Ce sont eux qui gèrent les unités les plus avancées des forces de défense iraniennes, et d'attaque aussi, c'est-à-dire les missiles, les commandos marins, etc. C'est-à-dire qu'ils ont la mainmise sur, je dirais, les parties les plus développées, les plus offensives de l'armée iranienne. C'est une armée dans l'armée. Oui, tout à fait. Et je veux dire, il faut se rappeler comment Hitler a construit son régime avec les SS. Ce sont les SS qui... Hitler n'a reconnu sa défaite et s'est suicidé qu'à partir du moment où il a dit on va faire appel aux SS, et on lui a dit mais c'est fini, il n'y en a plus des SS. Ils ont été détruits, etc. Et à ce moment-là, il s'est tiré une balle dans la tête. Eh bien, les gardiens de la Révolution, c'est cette fonction-là. C'est l'outil majeur du régime. Donc, du pain sur la planche pour les porte-avions américains et accessoirement pour Israël. Exactement. En tout cas, merci. Un passage en revue avec donc cette personnalité de Trump qui déconcerte. Tout le monde attend ses déclarations, attend aussi ses actes. Eh bien, comme on dit en hébreu, Ayamim Yagidou, les jours le diront. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés et à bientôt.